Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver bien évidemment, mais avant toute chose, je voudrais vous dire que je vais peut-être pas pouvoir être très présent pendant les 15 prochains jours, parce que je vais suivre une formation, voilà, je vais apprendre à faire des glaces à l'italienne. Rigolez pas, ça demande un sacré coup de main pour faire une glace à l'italienne, c'est pas si simple que ça, quoi. Non, évidemment, je vais me former au montage vidéo. En même temps, il serait temps, j'ai envie de dire. Bref, je risque de manquer d'un petit peu de temps pendant les 2 semaines qui viennent. Et en même temps, ça va peut-être me donner, je sais pas, peut-être le courage de faire un live, hein, qui sait. On verra ça plus tard, mes petites marmottes. Bon, allez, trêve de bilvesée, c'est parti mon kiki, en avant Guingamp. Alors, j'ai bien envie d'attaquer avec la nouvelle 1290 Adventure de KTM, mais difficile quand même de résister à l'appel de la KLR 650 que Kawasaki vient de dévoiler récemment aux États-Unis. Alors oui, parce que là, bon, ça sent quand même un petit peu la pampatouine à plein nez, cette affaire. Non mais regardez-moi ça, quoi. Elle a pas une bonne tête de vainqueur, franchement, avec sa petite couleur sable, là. Son petit camouflage urbain, c'est pas mal non plus, hein. Et puis ce garde-boue avant, là, qui pique du nez, comme ça. Bon, et puis je vous passe les détails, hein, le sabot moteur, les petites jantes à rayons. Enfin, c'est une 21 à l'avant, quand même, hein, soit dit en passant. Ces petits pneus pleins de crampons, là, hein. Et puis ces gros pare-mains qui ont l'air d'être hyper protecteurs, apparemment. Bon, alors évidemment, un seul frein à disque à l'avant, hein, même si d'un autre côté, bon, le mono de 652 a beau avoir été revu, il devrait pas dépasser 45 chevaux, ça peut sembler faiblard. Mais bon, le disque a quand même gagné 20 mm à l'avant, maintenant c'est du 300, et puis elle est équipée de l'ABS, hein, maintenant. Alors en revanche, il est pas déconnectable, et là je dis non. Ah, je dis stop, quoi. Une Pampatwin, ça doit pouvoir glisser de l'arrière. Bon, alors je me console en me disant que de toute façon, elle sera pas importée en France, hein, enfin jusqu'à preuve du contraire, parce que le lancement est prévu en 2022, donc d'ici là, on sait jamais. Et ça serait quand même pas mal, parce qu'aux States, elle est proposée à 6 699 $, ça fait 5 600 €. Franchement, c'est pas délirant comme tarif, je suis sûr que ça pourrait marcher en France. D'autant que maintenant, bah, si vous achetez une moto de plus de 10 ans, vous avez plus le droit à la réduction de 50% sur la carte grise. Ah bah non, les gars, bah, y a un moment, faut pas encourager la pollution non plus, tu vois. Ah bah si t'as pas de quoi te payer une moto neuve, ou en tout cas plus récente, au moins il te reste tes yeux pour pleurer, tu vois. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'était un plus, quoi. En revanche, alors, les motos neuves, elles payent toujours à moitié prix, hein, par rapport aux voitures. Enfin, pour le moment. Et puisqu'on parle d'acheter des motos neuves ou des scooters, tiens, vous savez que c'est un petit peu la bérésina en ce moment. Ah bah ouais, hein, autant fin 2020 c'était pas catastrophique, autant là, franchement c'est chaud, quoi. Alors en gros, sur les 10 marques qui ont le plus vendu en janvier, il y en a que 2 qui progressent. Royal Enfield qui vend quasiment 13% de plus qu'en janvier 2020 et Honda qui ne progresse que de 1,7% mais qui monte quand même sur la première marche du podium devant Yamaha dont les ventes ont dégringolé de 30% par rapport à janvier 2020 et c'est pas la plus grosse gamelle en plus, hein. Piaggio, moins 34, Kawasaki, moins 37, Suzuki, moins 43 et Triumph, moins 47 quasiment. Mon Triomphe, après, ils viennent de présenter des nouveautés. Ah, je suppose que les gens attendent pour les acheter, quoi. Il y a sûrement d'ailleurs de bonnes affaires à faire sur la Speed Triple 2020, mais quand même, bon, il y a la nouvelle qui arrive, quoi. Et puis il y a la Trident aussi. Finalement, ce qui limite le plus la casse, c'est Ducati avec moins 20, BMW moins 11% et KTM moins 6%. Et accessoirement, tiens, KTM est 5e. Et BM, 3e plus gros vendeur en France. Comme quoi, on a beau se plaindre de la hausse des prix, qui objectivement rendent effectivement les motos de moins en moins accessibles au plus grand nombre, on va pas se voiler la face. Proposer des motos hyper équipées à des prix très élevés, bah c'est pas forcément un si mauvais calcul que ça. Bon allez, on arrête de chipoter, on passe directement à la 1290 Super Adventure. Alors là, c'est quelque chose comme moto, ça. Quel monstre! J'ai pas encore essayé la Multistrada V4 avec ses 170 canassons, mais l'ancienne 1290 Super Adventure que j'ai essayé, franchement, m'a laissé un souvenir ému, tu vois. Ah ouais, ah non, mais t'as pas passé la seconde que t'as déjà une larme qui te coule sur la joue, tu vois. Bon, alors la nouvelle. D'ailleurs, il faut que je dise Super Adventure S parce que c'est pas une R. Donc déjà, petit lifting. On la reconnaît, hein, c'est pas transcendant, mais quand même, ça change, hein, les carénages, les flancs sont différents, par exemple. Elle est plus carénée en partie basse, hein, je sais pas si vous voyez, mais j'imagine que la protection des pieds doit être un petit peu en hausse. Le pare-brise évolue aussi, et puis la selle, maintenant, elle est en 2 parties. Et d'ailleurs, il me semble que la selle passager est un peu plus haut, donc le passager devrait être assis plus haut. Les pare-mains sont plus effilés vers l'extérieur, et surtout, le phare évolue. Alors, je vous le dis tout de suite, je préférais l'ancien, mais celui-là, il intègre un radar en bas. Donc, ouais, là, genre en bas, là, c'est le petit carré, là. Donc oui, les amis, à l'instar de la 1250 RT ou de la V4 Multistrada, bah, la Super Katoche est équipée, elle aussi, d'un régulateur de vitesse adaptatif. Et là, vous allez me dire que si c'est poursuivre une marmotte lancée pleine balle dans la pampa, ça sert à que dalle. Bon, d'accord. Mais pour se caler à 80 derrière un multiplat qui est chargé jusqu'à la gueule, bah là, c'est peut-être pas la même limonade. Quitte à rouler au régulateur de vitesse, franchement, autant qu'il soit capable de réagir au freinage intempestif d'une voiture qui est devant vous, quoi. Bah, d'autant qu'il y a de grandes chances qu'il réagisse beaucoup plus vite que nous, en fait. Faut
pas se voiler la face, quoi. Et puis surtout, il sait précisément, lui, la distance de sécurité à respecter à tout moment, quoi. Donc, je peux comprendre que ça peut faire gadget, que certains voilà, vont trouver que ça sert à rien, je vous en les juge, mais si ça peut sauver une vie, bah écoutez, c'est toujours ça de prix. Et puis on notera aussi donc l'apparition de nouveaux commodos, et puis d'un nouvel écran TFT de 7 pouces, et puis le châssis, bien sûr, évolue, pas mal d'ailleurs, hein. La colonne de direction recule, le bras oscillant s'allonge, elle se dote aussi de la dernière génération des suspensions semi-actives WP Apex, et évidemment, le moteur est maintenant Euro 5. Alors nouveau piston, nouveau système de refroidissement, pas de changement en revanche au niveau du couple ou de la puissance, ça conserve 160 chevaux et 138 Nm, mais il perd 1,6 kg sur la balance, ce qui malheureusement n'empêche pas ce beau bébé au final de prendre quand même 5 kg puisqu'elle pèse dorénavant 220 kg à sec. Le quick shifter, toujours là, mais enfin c'est une option. J'en profite d'ailleurs, je vous ai dit que le quick shifter et le mode track étaient de série sur la Duke 890. Eh ben, je me suis trompé, c'est une option, bon, ça arrive quoi, oh ça va, et puisqu'on parle de monnaie, tiens, le prix grimpe de 700 € pour s'établir maintenant à 18 599 € dès le mois de mars, dans toutes les bonnes crèmeries, bien sûr. Sur ce mes amis, je fais au mieux pour vous retrouver très très vite, en tout cas le plus vite possible. Peut-être même samedi quand même, allez, alors.